Salam alaikum, rebonjour, marhaba bikoum, bienvenue dans l'épisode numéro 1 de webinaire série pour Ramadan 2024 de Line 3D. Nous allons commencer, Inch'Allah, en attendant les retardatifs. Ils vont nous rejoindre sans problème. Alors, je vais commencer, si vous me permettez, avec une petite présentation de l'association Line 3D. Alors, déjà, Nadia ou bien M. Abkrim ou bien Dr Romain, est-ce que vous pouvez me confirmer, est-ce que le son est bien? Vous m'entendez bien? Oui, on entend parfaitement. Très, très bien. Parfait, parfait, docteur. Alors, nous allons commencer avec une brève, vraiment très, très rapide de l'association, une petite description. Alors, sur l'AIM 3D, une association qui a été créée en 2019, octobre 2019, dans des objectifs qui sont vraiment, grosso modo, c'est la mettre en valeur encore plus la profession 3D et surtout la protection du citoyen. Et parmi les objectifs de l'association également, c'est être un interlocuteur de premier choix des autorités sanitaires et fédérer les professionnels marocains. Alors, en action, bien en chiffres, actuellement avec la M3D, il y a plus de 300 membres. Entre les membres associés, ça veut dire les adhérents actifs dans l'association, les institutions, les membres affiliés et également les partenaires. Il y a plusieurs réunions, également il y a des participations, soit des salons nationaux ou bien internationaux. Et au fur et à mesure, il y a toujours des publications, bien des communications continuées, soit pour la montée en compétence des professionnels 3D, ou bien la sensibilisation des citoyens. Également, pour les coopérations ou bien les partenaires, nous avons plusieurs partenaires au niveau national. Et en 2023, on a eu le plaisir d'avoir 4 conventions officielles avec l'Institut Pasteur du Maroc, avec Marjan Holding et également avec le ministère tutoriel de la profession, c'est le ministère de la Santé et de la Profession, ministère de la Santé et de la Protection sociale, et avec le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est très, très important pour les personnes qui n'ont pas, que c'est la première fois qu'ils voient la M3D, qu'ils découvrent la M3D. Nous sommes ouverts pour rentrer en détail. Ils peuvent juste nous contacter pour avoir plus sur ces conventions et déjà sur les actions de la M3D. Également, dans la M3D, on insiste d'être présent sur des salons et des rencontres à l'international. Soit ici, quand vous voyez aux photos, il y a les États-Unis, l'Espagne, la France, également l'Italie. C'est dans l'objectif de rester toujours, d'avoir toujours de l'inspiration avec des associations à l'international et également garder un œil sur le développement technologique et réglementaire. D'accord? Alors, pour moi, pour ne pas bouffer le temps, je passe la parole directement au président pour juste nous donner une petite présentation sur le concept webinaire serré avant de donner la parole à Dr Romain. Je vous souhaite un très bon webinaire et voilà, M. Abkrim, à vous la parole. Merci mademoiselle la secrétaire générale. Salam alaikum للجميع. رمضان مبارك سعيد. نتمنى تكونوا على خير. الله يدخل عليكم هذا الشهر بالصحة والسلامة إن شاء الله. Je tiens à souligner que cette session va être enregistrée puisqu'on a eu pas mal de demandes. Souvent, ça nous arrive qu'on ait des demandes derrière de replay. Donc, le replay sera par la suite diffusé, disponible pour ceux qui n'auraient pas eu le plaisir de participer avec nous ou alors qui pourraient être dérangés durant cette communication puisqu'on a tous un job à côté. Les webinaires series, donc je vais juste faire un petit rappel. On s'est posé la question au niveau du bureau dirigeant de dire comment continuer à participer en tant qu'association marocaine à la montée en compétence des acteurs. Il se trouve, comme l'a précisé la secrétaire générale, qu'on a multiplié les actions au national et à l'international.
Et ça nous a permis d'élargir un réseau, de créer un réseau, de faire des connexions avec des experts, d'être au courant des dernières technologies, de ce qui peut se passer, des tendances du métier. Et ça nous a permis de mettre sur pied cette modeste contribution qu'on espère utile pour l'ensemble. Les webinaires séries, c'est très simple, c'est 4 semaines, un peu plus avec Ramadan, mais on va dire 4 semaines. Et sur ces 4 semaines, on a décidé que sur chaque semaine, on allait mettre à la disposition des acteurs de santé publique, que ce soit des acteurs privés ou publics, une session technique avec une assise tout le temps scientifique, parce que c'est ce qui doit être le moteur, la base de notre réflexion, de notre approche technique au quotidien, destinée donc aux acteurs de la santé publique, les professionnels 3D ou autres. Et donc, on va démarrer avec ce premier webinaire, cette première semaine, avec le docteur Romain Lasseur, qui est un expert en espèces invasives que je connais depuis 15 ans et qui est très, très impliqué dans le domaine, et qui nous a préparé une belle présentation sur la partie rongeur en hygiène publique et dans les milieux industriels, les milieux les plus sensibles. Au niveau du webinaire, vous pouvez voir qu'en fait, aujourd'hui, on a essentiellement des prestataires de services, mais pas que. On a le plaisir également d'avoir des communes, puisque à travers la convention qu'on a signée avec le ministère de l'Intérieur, et plus précisément avec la Direction générale des collectivités territoriales, donc le Moudélia Ammal Jamaat Turabia, on a avec nous le plaisir d'avoir des bureaux communaux d'hygiène de différentes régions du royaume. J'ai un salut particulièrement amical et respectueux envers l'Association marocaine pour la santé publique et environnementale, dont j'ai beaucoup entendu parler. Il nous tarde à M3D de pouvoir travailler à leur côté. L'Université Hassan Thani, Marocco Foodex, qui est un acteur majeur sur la partie export. Et puis, on a également nos chers voisins, que ce soit la Mauritanie, l'Algérie, des prestataires avec nous. On a nos frères également sur le continent africain, des sociétés du Burkina, des sociétés du Sénégal qui sont avec nous et qu'on salue amicalement et chaleureusement. Le webinaire va se dérouler avec la présentation de Romain Lasseur, du docteur Lasseur, et puis on aura par la suite une séance de questions-réponses. Donc pour la question-réponse, c'est très simple. Vous avez 2 moyens à vos dispositions. Vous avez le chat en bas à droite, la petite enveloppe qui vous permet d'écrire vos messages, et ensuite on a Nadia qui est avec nous au niveau du secrétariat général qui prendra le soin de les trier et ensuite de revenir à la fin pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et puis, il y aura une session également questions live pour qu'on puisse interagir, puisque le webinaire, même si on n'est pas physiquement en présentiel, mais on essaiera en tout cas d'être le plus connecté et interactif possible. Voilà pour la présentation rapide. On va passer maintenant au cœur du sujet, à l'épisode 1. Romain Lasseur, je t'invite à partager ton écran et à démarrer ta réunion. À toi la parole et bon webinaire à toutes et à tous. Abdel, c'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran là? On le voit, il est en train de charger pour moi, donc je pense que tout le monde le voit. Khadija, Nadia, vous pouvez confirmer, je vois des pouces, donc je pense que tout le monde… Oui, c'est bon. Il n'est pas en plein d'écran par contre. Ah, Là, c'est bon? C'est parfait, Romain. Super, mais avant toute chose, merci en tout cas pour cette invitation. C'est toujours chaleureux. Effectivement, j'ai suivi à la trace votre président, puisqu'il travaillait en France avant de venir faire bénéficier de son savoir au Maroc. Avant toute chose, je suis ravi d'être parmi vous dans cette belle amitié franco-marocaine qui nous est chère, et je le souhaite également à tout le monde un excellent Ramadan. C'est important, c'est des journées qui sont un petit peu longues, et donc moi je suis ravi vraiment de réaliser ce webinaire avec vous sur un thème qui m'est cher, puisque effectivement ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu de ce qu'on peut appeler le pest control, ou en tout cas les espèces envahissantes, et donc en fait voilà, attendez, je mets la présentation ici. Moi, j'ai la chance de diriger un groupe en France complètement indépendant des industriels et de cette filière. Nous, notre métier, c'est vraiment d'accompagner les professionnels que vous êtes. Alors, en France, pour le moment, mais c'est vrai qu'on est encore en train de construire de belles choses avec la M3D également. Donc, de manière très naturelle, ce rapprochement va se faire à l'avenir. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi, un vrai honneur également d'être parmi vous ce soir et d'accoler nos 2 logos. Et puis de venir vous parler de cette gestion des rongeurs en milieu industriel. Alors on verra que
C'est une présentation qui est rapide, donc je vais rester assez non pas vague, mais assez large sur un certain nombre de concepts. C'est un métier qui est de plus en plus reconnu, c'est un métier noble, et donc c'est un métier qui nécessite vraiment du partage de savoir, du partage de connaissances, parce que c'est pas simple, parce qu'on travaille avec le vivant c'est jamais sûr, le vivant nous surprend à un certain nombre de sujets. Donc c'est pour ça que cet échange de partage, cet échange d'avis, n'hésitez pas également à nous faire vos retours de terrain. C'est très important parce que nous sommes la communauté des professionnels et j'ai la chance de m'intéresser un petit peu plus aux rongeurs et ce milieu industriel qui finalement est très exigeant en termes de sécurité sanitaire des aliments. Et on s'aperçoit que nos petits rongeurs, eh bien, régulièrement, viennent mettre un peu la pagaille dans les chaînes de production, dans l'exportation des denrées. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce soir, je souhaite plutôt sensibiliser de manière globale à qu'est-ce que le milieu industriel, quelles sont les espèces de rongeurs qui nous intéressent, et puis finalement, les quelques gestes à acquérir quand vous allez sur un site et la manière dont vous devez regarder ces sites pour non pas appliquer bêtement des produits, mais prendre un petit peu de distance et puis avoir conscience des risques qu'il y a dans le process et puis de voir comment vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice sur ce qu'on appelle le plan de prévention des risques nuisibles. Puisqu'il s'agit de ça, on parle ce soir de rongeurs, mais je sais que vous aurez également des interventions sur les insectes. C'est les deux grandes classes animales qui peuvent venir un petit peu mettre le bazar dans ces processus de fabrication des aliments, mais pas que. On va parler d'industrie sensible au sens général du terme. On y intègre l'industrie pharmaceutique, on y intègre l'industrie de fabrication des emballages, par exemple, on y intègre l'industrie, par exemple, de fabrication des puces téléphoniques, toutes ces industries pour lesquelles il y a un risque process, qu'on ait une de nos charmantes petites bestioles qui intègrent les bâtiments, un risque d'image également, on s'aperçoit que vous avez chez vous, comme chez nous, des industries mondiales, des industriels mondiaux qui souhaitent appliquer les mêmes standards, quel que soit le pays dans lequel ils fabriquent. Donc, en fait, c'est ça l'intérêt de l'échange des connaissances, c'est parce que potentiellement, les clients que vous avez chez vous, les clients industriels, sont également les mêmes clients qu'on a chez nous, qui souhaitent que nous-mêmes, professionnels, nous servions ce plan de prévention des risques avec le même degré d'exigence. Alors, voilà comment va se décomposer mon intervention. Je vais être probablement rapide sur un certain nombre de sujets, mais c'est pas grave, c'est une première, et je suis d'ailleurs très content d'être le premier de la série. Donc, merci au président de m'avoir fait cet honneur. Un petit rappel sur qu'est-ce qu'une espèce animale envahissante, parce qu'on s'aperçoit que finalement, on travaille que sur des espèces qui ont une capacité à envahir, des espèces qui vont vite, qui se reproduisent vite, pour lesquelles le réchauffement climatique est finalement quand même assez favorable. Et puis ensuite, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet des rongeurs. Pourquoi les rongeurs? Alors principalement sur l'enjeu sanitaire. Et je vous remémorerai d'ailleurs les premiers résultats que nous avons produits en collaboration avec votre président sur un diagnostic sur les rongeurs pour comprendre si les rongeurs hébergent des pathogènes ou pas. Les principales espèces qui vont nous intéresser, les grands traits biologiques de ces espèces, et puis un petit focus sur le pest control en industrie, parce que finalement, quand on parle de milieu industriel, vous savez, en France, on a quelques grands industriels qui font une grande partie du chiffre d'affaires, mais finalement, l'industrie, c'est aussi plein de petites entreprises. C'est plein de petites entreprises, 10, 15, 20 salariés, mais qui font également partie de la chaîne de fabrication, qui sont considérés comme des industries. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils sont 15, 20 au lieu de 2000 salariés qu'ils peuvent s'exonérer, je dirais, des normes qu'ils doivent respecter, et notamment dans le pest control. On parlera plus précisément des rats et souris en industrie. Finalement, comment nos rongeurs arrivent dans un bâtiment industriel. Donc là, c'est plutôt l'expérience des 15 années passées au contact de milieux industriels et les grands enseignements qu'on en a tirés. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Qu'est-ce qui est à ma disposition et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour pouvoir répondre en tant que professionnel formé? Et puis vos enjeux. Qu'est-ce qui nous attend demain en tant que professionnel et qui plus est en tant que professionnel qui intervient dans le milieu industriel. Mais je dirais que si vous êtes sérieux en milieu industriel, vous allez conserver ce sérieux quels que soient les chantiers que vous allez aborder. Vous aurez toujours la même démarche intellectuelle et la même, je dirais, démarche protocolaire pour intervenir sur ces espèces. Voilà. Donc, les espèces animales envahissantes,
On en a beaucoup parlé. Vous souvenez probablement, on a une psycho sur la punaise des lits en septembre, octobre dernier en France. Est-ce que c'était de l'emballement médiatique ou est-ce qu'il y avait réellement une multiplication de la punaise? Quoi qu'il en soit, quelles que soient les espèces sur lesquelles on intervient, vous prenez le rat, vous prenez la souris, vous prenez les cafards, vous prenez les fourmis, vous prenez les moustiques, vous prenez les punaises, eh bien, on s'aperçoit que finalement, si on s'en tient au nombre d'interventions des professionnels en France, je parle de la France, eh bien, on s'aperçoit que petit à petit, ce nombre d'interventions, il augmente. Il augmente pourquoi? Parce que les gens sont probablement mieux sensibilisés, on en parle plus dans les médias, les réseaux sociaux permettent également de mieux informer les gens, mais c'est très très certainement aussi parce que le nombre de ces espèces et le nombre de ces individus doit probablement augmenter aussi. Alors une espèce envahissante, c'est quoi? Elle est soit invasive, soit elle est sur le territoire et elle a tendance à envahir si on ne fait rien, si on n'est pas vigilant. Donc elle est locale ou importée. Vous voyez en France, on a deux grosses problématiques qui deviennent très importantes aujourd'hui. Ce sont le moustique tigre. Pourquoi? Parce qu'il véhicule des maladies. Et puis c'est le frelon asiatique. Le frelon asiatique qui décime des centaines de ruches, qui a un gros impact sur les abeilles et la production du miel. Et avant 2004, ces deux espèces, on ne les connaissait pas en France. Elles nous arrivent effectivement d'Asie du Sud-Est. Et puis accidentellement, avec le voyage par bateau ou même par avion, eh bien, ces espèces arrivent sur notre territoire. Puis finalement, elles trouvent un territoire d'accueil. Et donc, elles peuvent exprimer ce qu'on appelle un caractère envahissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles s'imposent dans un écosystème. Vous avez 15 espèces, vous avez le frelon asiatique qui arrive, et ben il va avoir plutôt tendance à simplifier l'écosystème pour ramener l'écosystème à 4-5 espèces pour ne plus avoir de compétition et pouvoir exploiter ce qu'on appelle la niche écologique. Quand vous regardez le point commun de toutes les espèces sur lesquelles on intervient, elles ont un caractère envahissant au détriment des autres espèces. Ça veut dire que notre travail, c'est bien sûr la santé publique, ça c'est sûr, la protection du citoyen, comme vous dites, et c'est très juste, mais c'est aussi la protection de la biodiversité, parce que si on intervient sur des espèces qui ont tendance à avoir un impact négatif sur la biodiversité, on œuvre donc, nous, avec notre métier, il ne faut pas avoir peur des mots, on œuvre pour la protection de la biodiversité également. Ces espèces-là, elles ont une capacité génétique à proliférer. Elles se reproduisent vite, il y a peu de mortalité et donc une capacité à partir de quelques individus, à monter à quelques centaines, voire quelques milliers d'individus très rapidement dans des temps très courts. Souvent, ces espèces ont un impact fort sur la biodiversité locale et une capacité à coloniser l'espace très fort. Vous avez un restaurant, vous laissez quelques blattes, vous revenez 2-3 mois après, vous en avez des milliers. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous laissez de la nourriture, elles ont une tendance à pouvoir coloniser l'espace. Et donc, on en vient même à dire, en milieu urbain, par exemple, nous sommes le seul rempart contre l'envahissement total de ces espèces-là. Une petite carte, vous voyez le moustique tigre, je vous dis que ça devient un problème en France. La première observation de moustique tigre vient d'être faite en Normandie aujourd'hui, ça vient d'être publié. Donc, 99-2004, on avait quelques cas de moustiques qui étaient présents en France, mais finalement assez peu. Et vous voyez la vitesse à laquelle ça colonise le pays. Et aujourd'hui, on part du principe qu'on a entre 74 et 76 départements concernés en France. Donc sur la petite centaine de départements qu'on compte en France, en fait, vous en avez déjà quasiment 70 à 80% du territoire qui est colonisé. Voilà typiquement l'envahissement d'une espèce envahissante. Le moustique est un très bon exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des espèces qui se calquent très très bien sur nos moyens de transport, que ce soit les végétaux, parce que là, nous ce qui nous intéresse, c'est quand même le monde animal, c'est les rongeurs, c'est les insectes, mais vous avez également ce même pendant chez les végétaux qui ont tendance à pouvoir se transporter facilement et arriver dans des écosystèmes et puis étouffer ce qu'on peut appeler la flore ou la faune locale. C'est le cas de la Jussie, c'est le cas de la renouée du Japon, qui sont des plantes très invasives et qui ont tendance, par leur surface foliaire, ou leur capacité d'envahir rapidement un écosystème, à étouffer toutes les autres plantes. Ça veut dire avoir un impact très négatif sur la biodiversité locale. Souvent, ces espèces, elles utilisent nos propres moyens de transport. Elles n'ont pas froid aux yeux, elles montent dans nos moyens de transport, les avions, les voitures, les bateaux, et donc arrivent à se disséminer à l'échelle de la planète. Quand vous regardez une journée de trafic aérien sur Terre, vous vous dites aujourd'hui, je suis une souris à Rabat, je suis ce soir à Paris, et j'étais hier à New York, et je suis demain
je suis demain potentiellement en Russie ou en Afrique sans aucun problème. Voilà, donc en fait, ça, c'est cette capacité vraiment à envahir les territoires de manière très rapidement et à utiliser, non pas la colonisation de proche en proche, mais à utiliser nos moyens de transport pour se déplacer. Alors les rongeurs, bah, on ne lutte pas contre les rongeurs, en tout cas on ne contrôle pas les rongeurs par plaisir, on contrôle vraiment les rongeurs parce qu'on sait pertinemment, depuis la nuit des temps, que ces rongeurs sont transmetteurs de maladies et dans bien des cas, porteurs sains. C'est quoi la notion de porteur sain? C'est la capacité à héberger des bactéries ou des virus qui vont vous affecter, vous, votre santé, alors que le rongeur, lui, en tant que porteur, voire excréteur de la maladie dans l'environnement, ne sera jamais affecté, ne présentera jamais aucun symptôme de cette maladie. Et ça, c'est une caractéristique, effectivement, de résistance de ces animaux sur le terrain. Et donc, il y a un vrai enjeu sanitaire à la lutte contre les rongeurs. Donc la lutte contre les rongeurs, bien sûr, c'est l'essence même de notre métier, c'est protéger le citoyen. Protéger les citoyens de quoi? Des enjeux sanitaires, c'est-à-dire des maladies zoonotiques, des maladies qui peuvent passer de l'animal à l'homme, mais également empêcher la dégradation des structures, un enjeu d'image. Et là, j'y reviendrai un petit peu à l'enjeu d'image. Quand vous allez intervenir chez vos clients, vous n'êtes pas des sous-traitants, vous n'êtes pas des prestataires, vous êtes des partenaires. Pourquoi vous êtes des partenaires? Parce que le jour où potentiellement ils vous prennent pour un sous-traitant et qu'ils ne vous mettent pas dans les bonnes conditions de bien faire votre travail, alors le travail est fait qu'à moitié, et le jour où on a un de ces rongeurs ou un insecte qui est aperçu dans la chaîne de production, voire même découvert chez un client, un consommateur final, alors ce jour, votre client final découvrira tout l'enjeu qu'il y a autour de votre métier dans la protection de son image et de la notoriété de la marque de votre client. Ça, c'est très important. La consommation des denrées alimentaires, et puis l'activité de rongement et les risques d'incendie. On n'en parle pas très très souvent de ça, mais beaucoup de maires dans les villes en France font passer la fibre dans les égouts et découvrent finalement que les rats, en aimant ronger, ils coupent les connexions Internet à tout le monde. Et c'est ce gens-là qu'on comprend effectivement qu'il ne faut pas forcément trop exposer les câbles rongeurs. Les maladies, elles sont quand même plutôt bien connues. On a fait pas mal d'études sur beaucoup de rongeurs à Paris, des rongeurs à Lyon, des rongeurs dans des parcs publics, des rongeurs en milieu rural. Et à chaque fois qu'on intervient sur des rongeurs qui vivent vraiment en milieu extérieur, qui ont la capacité de descendre dans des égouts, eh bien, on s'aperçoit que les rongeurs portent quand même beaucoup de bactéries et de virus qui peuvent affecter votre santé, qui peuvent également affecter la conservation des aliments, qui peuvent affecter la santé des animaux domestiques, qui peuvent affecter la santé des animaux d'élevage. Et je sais effectivement que l'élevage au Maroc est un point très important, avec une grande politique de rénovation, notamment d'un certain nombre d'abattoirs, de marchés de gros et autres. Et effectivement, si on considère que l'élevage est quelque part une production interne au Maroc, alors votre travail va également consister à protéger ces animaux de production, ces animaux de rente, des potentielles maladies que les rongeurs pourraient leur transmettre. On s'aperçoit qu'en fait, mince, soyons très fiers du métier qu'on fait parce que on protège, on est un outil de protection à la production nationale. Vous êtes un outil de protection, vous êtes les acteurs de la protection des citoyens, mais aussi les acteurs de la protection de votre économie et notamment de l'exportation possible du Maroc vers tous les pays du monde. Donc ça, c'est vraiment un point de fierté qu'il faut avoir. Voilà quelques exemples de photos qu'on a fait sur le terrain, donc des calorifères qui sont consommés, des câbles qui provoquent des courts-circuits, des incendies, des déraillements de train. Tout ça, c'est des exemples qu'on a pu vivre et qui montrent que l'activité de rongement des rongeurs peut avoir des impacts bien au-delà de la simple présence de la petite bestiole. Sur le plan des maladies, on a des controverses aujourd'hui avec des gens qui voudraient, alors un peu moins au Maroc, mais en France, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de vague de gens qui voudraient nous faire croire que les rongeurs sont pas sales et autres. La bibliographie est quand même plutôt pléthorique à ce sujet-là. On connaît exactement les pathogènes qui peuvent avoir un impact sur la santé humaine, sur la santé animale. Et aujourd'hui, c'est très bien documenté. Et aujourd'hui, quand on affirme que oui, il faut réguler les rongeurs en milieu urbain, il faut réguler les rongeurs en industrie, il faut réguler les rongeurs en élevage, c'est pas par plaisir, c'est bien parce que la présence, voire même une infestation de rongeurs pose un vrai cadre de problématiques de transmission de pathogènes. Donc les pathogènes, on les connaît quand même très bien aujourd'hui. Voilà, voilà la liste des prélèvements que j'ai eu le plaisir de conduire avec Abdel, puisqu'on a développé
avec votre président, on a développé un outil diagnostique qui s'affranchit de la capacité à piéger des rongeurs. C'est dur de piéger des rongeurs, c'est pas si simple. On a beau être des professionnels, on n'a pas toujours été des piégeurs, et de toute façon, on est face à de la biologie, et la biologie, de temps en temps, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et donc, nous, on a développé en fait un diagnostic génétique, donc qui se base sur l'ADN des animaux, mais non pas en ayant capturé l'animal, mais simplement en exploitant les déjections qu'il laisse sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'une des premières étapes dans le travail du professionnel, c'est de se poser la question de à qui j'ai affaire. C'est qui ce rongeur? C'est une souris, c'est un rat, c'est un mulot, c'est un campagnol, finalement c'est qui? Parce que de la détermination de l'espèce du rongeur que vous allez faire, va en découler le plan de prévention des risques. C'est une souris, c'est un rat, je sais qu'il y a un enjeu sanitaire. Si j'en ai un, j'en ai probablement plusieurs. Donc il va falloir que je me méfie et que je mette un plan de prévention en place qui soit important. C'est un mulot, c'est un campagnol, c'est un rongeur qui a plutôt l'habitude de vivre en extérieur. Donc, il est peut-être rentré accidentellement dans mes bâtiments. Ça veut dire qu'il va falloir que je travaille sur l'étanchéité de mon bâtiment. Et donc, en fait, de la clé de détermination du rongeur sur lequel vous allez travailler, va vraiment en découler le plan de prévention des risques que vous allez mettre en place derrière. Et donc, en fait, on s'est intéressé avec votre président à se dire, finalement, l'outil de diagnostic qu'on a développé en France, ce serait intéressant qu'on regarde ce qui se passe au Maroc. Et c'est marrant parce que ça signe des choses très intéressantes, notamment il y a des molécules qui s'appellent les anticoagulants, qui sont utilisées de manière historique contre les rongeurs, pour lesquels on a observé de la résistance en Europe. La résistance, c'est quoi? Vous mettez des appâts, les rongeurs consomment la bonne dose d'appât, puis finalement, ils ne meurent pas. C'est un phénomène complètement génétique qu'on a bien étudié. Et cet outil nous permet de savoir qui est le rongeur, quelle est son espèce, est-ce qu'il est résistant ou pas? Et puis, est-ce que finalement, il héberge des pathogènes? Parce que s'il héberge des pathogènes dans son intestin, on va retrouver des résidus de ces pathogènes dans ces déjections. Et ce qui est très marrant, c'est que finalement, au Maroc, sur les 10 échantillons qu'on a prélevés, il n'y a aucun échantillon, aucun de ces rongeurs ne présente de résistance. Parce que, historiquement, on a utilisé beaucoup plus d'anticoagulants en Europe, y compris en France en particulier, que n'en ont été utilisés au Maroc, pour des questions historiques, pour des questions culturelles. Donc en fait, finalement, il y a très peu de résistance, mais de manière analogue à ce qu'on trouve en France. Et les résultats que vous avez sur les pathogènes, donc Ratus norvegicus, c'est le rat brun, je vous le présenterai juste après, et Mus musculus, c'est la souris domestique. La souris domestique, globalement, ça peut être une problématique de marque, d'image, ça peut être une problématique parce que l'urine sent fort, ça fait des crottes un peu partout, ça grignote. Mais finalement, la souris, elle n'est jamais très associé à une problématique sanitaire. On retrouve finalement assez peu de pathogènes dans les souris. Par contre, quand vous avez du rat brun, ou qu'on appelle également le surmulot ou le rat d'égout, lui ayant une capacité à descendre dans les réseaux d'égout et à être au contact de milieux un peu sales, lui se charge en bactéries et la plupart du temps, c'est ces rongeurs, notamment le rat brun, chez qui on retrouve des pathogènes. Vous voyez, on trouve Clostridium, Leptospirose. Ça n'a rien d'étonnant. Donc les résultats que vous avez au Maroc sont très similaires à ce qu'on observe en France, mais finalement c'est toujours le rat brun. Donc quand vous allez sur un site, déjà vous savez qu'aujourd'hui j'ai de la souris. Bon, ok, le contexte sanitaire, parce que c'est une espèce qui vit essentiellement en intérieur, le contexte sanitaire il n'est pas forcément dégradé. Ah, j'ai des rats. Attention, les rats, ça signe quand même une présence de pathogènes de manière assez certaine. Voilà. Et puis, en termes d'image, c'est important, quand vous avez effectivement votre marque de pâtes préférée qui passe à la télé parce qu'il y a un consommateur qui a trouvé une souris dedans, ou votre marque préférée de pizza dans laquelle on a retrouvé un cadavre de rongeur, effectivement, alors, soit ça peut être un geste volontaire de la part de quelqu'un qui veut nuire à l'entreprise, mais soit ça peut être effectivement par accident, et ce jour-là, je peux vous dire que l'industriel, il comprend tout le sens d'avoir un partenaire en pest control qui soit quelqu'un de sérieux et pas quelqu'un à qui on a juste acheté un prix, en fait. Donc, c'est ces exemples-là qui vont faire la différence entre un vrai professionnel qui s'intéresse à son métier et puis quelqu'un qui fait ça un peu par-dessus la jambe et qui n'est pas passionné de son travail. Alors, bon, voilà, les résultats que je vous ai présentés sur la campagne que nous avons menée, qui est une petite campagne que nous avons menée au Maroc, mais vous en dit long sur les 2 espèces qui vont nous intéresser, les 2-3 espèces qui vont nous intéresser, en l'occurrence nous en industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique. Voilà les 3 principales espèces qu'on est amené à rencontrer. À gauche, vous avez la souris domestique, une souris domestique ou souris grise, c'est la même espèce, ça fait 20-25 grammes. Vous avez le rat noir au milieu qu'on appelle également le rat grimpeur, le rat des greniers. Lui, vous le trouverez essentiellement dans les hauteurs de bâtiments et surtout dans les stockages de céréales
ou dans tous les cas dans la transformation, les premières transformations de matières premières. Et puis à droite, vous avez notre ami rat d'égout, qu'on appelle également le surmulot ou le rat brun, qui lui va faire 500, 600 grammes pour les plus gros, là où mon rat noir fera 250, 280 grammes grand maximum. Donc quand on nous dit « Ah bah j'ai vu des rongeurs gros comme des chats », non, hein, les rongeurs sont quand même de taille bien moins importante que les chats. Même si l'hiver, alors effectivement l'hiver il fait un peu meilleur chez vous que chez nous, des fois on est un peu jaloux. L'hiver, les rongeurs sont en bourre d'hiver, donc c'est-à-dire qu'ils ont 2 fois plus de poils. Ça peut paraître important, les poils sont bien plus importants que la taille réelle du corps, mais en règle générale, les gros rongeurs font 500 grammes. Quel est leur point commun? En fait, ils vivent tous dans notre proximité, ils consomment la même chose que nous, donc c'est des bêtes, c'est des bestioles qui sont faites pour s'adapter au milieu industriel. Voilà notre petite souris, 10 à 25 grammes, que plus long que le corps. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on vous trouve des petits excréments en grainerie. Moins il y a de souris, plus c'est discret, et moins j'ai forcément d'occasion de la voir. La souris est une grosse problématique en industrie agroalimentaire, plateforme logistique également, grande distribution, plateforme de transport. C'est nous qui transportons la souris. Là où vous verrez que mon rat brun, finalement, qui peut descendre dans les égouts, il va passer d'un site industriel à l'autre, souvent par les réseaux d'égouts. Donc attention quand vous allez sur des sites, repérez effectivement les remontées d'égouts et les réseaux d'égouts. Ma souris, elle, gardez en tête qu'elle va souvent passer par des palettes et par les fournisseurs, d'une plateforme logistique à un supermarché, d'une industrie à une plateforme logistique. Et donc souvent, ma souris, elle va passer d'un site logistique à l'autre par nos moyens de transport. Ça, c'est important de le garder en tête. Voilà mon rat brun. Pour nous, le rat brun, c'est le seul rongeur qui fait réellement des terriers. Il a une partie de sa vie en extérieur, une partie de sa vie en intérieur. S'il peut rentrer dans l'industrie parce qu'il n'y a pas d'étanchéité, alors mon rat brun, il va aller consommer ses sources de nourriture à l'intérieur et puis il va retourner à sa zone de terrier dans un second temps pour pouvoir être au calme, établir sa population et pouvoir élever ses jeunes auxquels il va enseigner comment trouver une source de nourriture. Voilà, donc, ce qui est important, l'enseignement de ça, c'est quoi? Quand vous allez sur un site agroalimentaire, commencez déjà par faire le tour du site pour voir si vous trouvez des terriers, ce qui sera une signature de la présence du rat brun, puisque ni la souris ni le rat noir ne font des terriers, puisque ce sont 2 rongeurs qui vivent essentiellement en intérieur. Regardez la différence de taille entre un rat noir au-dessus et un rat brun en dessous. Vous voyez que le rat noir il est beaucoup plus petit. Attention, la couleur du pelage n'est pas un critère d'identification du rongeur. Par contre, la longueur de la queue, puisque le rat noir est un rat grimpeur, il a besoin de sa queue pour faire l'équilibriste en hauteur. Il a une queue qui est donc plus longue que le corps, alors que mon rat brun, qui lui vit plutôt au sol, creuse des terriers, il a dans la sélection une queue qui s'est raccourcie et qui est moins longue que le corps. Le rat noir est un rat plutôt élégant, avec des grands pavillons d'oreilles, des yeux très globuleux, et c'est un rat qui est plutôt très élégant. Où est-ce qu'il va vivre, mon rat noir? Toujours en hauteur. Il a besoin d'avoir une partie de vie en hauteur, ce qui signifie que si vous avez un doute, vous levez la tête sur les sites. Vous verrez toujours des descentes le long des goulottes, des descentes le long des calorifuges de tuyaux, des descentes le long de câbles électriques. Si j'ai du rat noir, il va probablement venir se nourrir dans le process et vouloir remonter ensuite. Ça, c'est une constante. On dit également que le rat noir, il a une vie verticale. Il vit en hauteur et il se nourrit en dessous. Mon rat brun, ou mon rat d'égout, ou mon surmulot, il a une vie horizontale. Il a sa zone de terrier et sa zone de nourriture, et il utilise toujours les mêmes chemins pour aller de l'un à l'autre. Pest contrôle en industrie. Alors, l'industrie, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, vous avez effectivement ce qu'on peut appeler les règles, en France, on a par exemple à l'échelle de chaque département un règlement sanitaire départemental qui oblige, dans les cas de surpopulation de pigeons, les cas de surpopulation de rats, à devoir les réguler. L'industrie, elle est allée plus loin que ça. Pourquoi? Parce que finalement, c'est quand même le client qui décide. Et le client, il dit, moi, ce que je veux, c'est que manger un aliment sain. Et donc, tout le long de cette chaîne, qu'on appelle de la fourche à la fourchette, du concept de la production au consommateur, eh bien, il y a des référentiels qualité qui ont été mis en plus de la loi, donc qui sont une initiative de l'industriel, pour faire en sorte de donner satisfaction, de donner confiance à son client final. Et donc, vous en avez une multitude de ces référentiels qualité, plus ou moins drastiques, mais dans chacun de ces référentiels qualité, vous allez retrouver une partie pest contrôle. Pourquoi? Parce que demain, vous allez faire une dératisation chez Nestlé. D'accord, ok, ou chez un producteur de lait, par exemple, de lait en poudre.
Peut-être que ce producteur de lait en poudre, lui, il va vendre son lait en poudre en Belgique à Nestlé. Très bien. Et en retour, Nestlé va lui dire, si tu veux que je t'achète ton lait en poudre, alors tu vas appliquer mon référentiel qualité sur ton site de production. Donc vous avez beau être au Maroc, et c'est pas à vous, je vais l'apprendre, vous êtes quand même connecté avec le reste du monde. Donc ça veut dire que si vous êtes connecté avec des clients en industrie agroalimentaire, qu'on appelle IAA, ou bien même des industries pharmaceutiques, eh bien, vous êtes connecté avec des gens qui ont une approche mondiale et qui vont imposer aux producteurs marocains un référentiel qualité qu'il va devoir respecter s'il veut pouvoir exporter ses produits. Donc, finalement, chez vos clients, ce n'est pas forcément la règle nationale qui prime, ce n'est pas forcément la règle européenne, c'est la démarche normative de votre client. Et votre client, si c'est le producteur de lait en poudre, il va vous dire: bonjour, monsieur AM3D. Monsieur AM3D, aujourd'hui, voilà le référentiel qualité que vous devez respecter chez moi parce que chez moi, je produis des choses que je vends ensuite à Nestlé en Belgique. Et là, c'est ni votre producteur marocain, c'est ni vous qui allez définir le référentiel que vous allez devoir appliquer. C'est bel et bien le client final et par effet rebond. Et c'est donc Nestlé Belgique qui va vous imposer les référentiels. Alors, les principaux référentiels qu'on trouve, hein, il y en a une multitude de référentiels. Vous voyez en dessous, en rouge, c'est ce qu'on appelle la loi. On appelle ça l'HACCP, c'est un plan de prévention des risques. Toute entreprise qui produit quoi que ce soit et qui accueille des salariés doit avoir un plan de prévention des risques qui peut être très léger, si toutefois il n'y a pas vraiment de risque sanitaire, et qui s'alourdit si on commence à produire de la nourriture. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est volontaire, ce que j'ai appelé les référentiels qualité de Nestlé Belgique, par exemple, tout à l'heure. Hein. C'est un deuxième niveau, ce n'est pas obligatoire, mais néanmoins, si vous voulez travailler avec ces clients-là, c'est un référentiel qu'il va falloir respecter. Les trois principes, alors là, on ne parle plus de loi, on parle de normes. Et les trois principales normes qui sont respectées au niveau mondial, c'est l'IFS, International Food Safety, food, nourriture, le BRC, hein, c'est le British Retail Consortium, c'est plutôt un référentiel anglais qui a tendance à s'imposer au monde de l'industrie, et puis l'AIB, c'est pareil, c'est une norme qui a tendance à s'imposer. Là, on parle beaucoup d'industrie agroalimentaire, mais vous avez quasiment les mêmes choses pour l'industrie pharmaceutique qui respecte ses propres référentiels. Donc demain, travailler en industrie agroalimentaire, c'est pas simplement bien connaître les rongeurs, bien connaître les insectes, c'est également bien connaître ces référentiels-là. Et moi, je vous invite vraiment, c'est l'avenir de votre métier. L'avenir de votre métier, c'est d'être très bon professionnel et d'avoir une vraie capacité d'adaptation des attentes de vos clients. Là, les attentes de vos clients dans le cadre de référentiel, elles sont très claires. Dans ces normes que je vous invite à acheter ou à vous fournir, il y a des paragraphes complets sur qu'est-ce qui doit être mis en œuvre en termes de pest management. Alors, pourquoi ces référentiels existent dans la sécurité alimentaire en industrie agroalimentaire? Pourquoi finalement on fait plus que la loi? Il faut sécuriser la fabrication des produits alimentaires afin d'en éliminer. Qu'est-ce qu'on a à éliminer pour pouvoir bien vendre un produit alimentaire? Les corps étrangers. Il ne faut pas de verre, pas de particules métalliques, pas de nuisibles. Les contaminations microbiennes, par exemple sur les produits frais, respecter la chaîne du froid et autres. Les allergènes. Et donc, la quasi-totalité des sites en industrie agroalimentaire sont soumis à un ou plusieurs référentiels de sécurité alimentaire. Et donc, ces référentiels s'appuient tous sur la loi, qui s'appelle l'HACCP, mais vont bien au-delà, sont encore plus drastiques que la loi. La loi, elle vous donne un socle minimum, mais eux, ils vont plus loin. Ils prévoient plus de passages par mois, ils prévoient plus de dispositifs anti-rongeurs, ils prévoient plus d'étanchéité, ils prévoient plus de destruction des insectes par ce qu'on appelle les DEIV, les destructeurs électriques d'insectes volants. Et donc, ça va plus loin. Donc, finalement, vouloir travailler en industrie agroalimentaire, quand bien même ce soir on parle de rongeurs, eh bien, c'est ça. C'est connaître tout ce qui va s'empiler au-dessus de la loi et qui va vous être exigé, y compris en tant que prestataire des 3D. Donc, tous ces référentiels ont des points communs. Une logique anglo-saxonne du pest control, priorité au préventif. Qu'est-ce que je mets en place pour éviter que mes bestioles arrivent? Une traçabilité exhaustive. Et je sais que vous avez un webinaire justement sur un outil de traçabilité, l'automatisation de la traçabilité. C'est un autre point. Il va falloir être capable de comprendre l'exigence de votre client, de savoir ce que vous devez mettre en œuvre et ensuite de l'écrire. Il n'y a pas d'histoire orale en industrie. Ce n'est qu'une histoire écrite. Tout ce que vous faites, vous devez l'écrire et tout ce que vous écrivez, vous devez le faire. C'est vraiment le principe.
inspiré d'un code, le code alimentaire qu'on appelle le Codex Alimentarius, qui, bien sûr, régit ce qu'on appelle un aliment sain et un aliment sécurisé. Le but pour les industriels, adopter ces référentiels pour conquérir de nouveaux marchés et en tout cas avoir toute la satisfaction du client final, puis du consommateur. Donc ces référentiels imposent la mise en place dans les industries agroalimentaires de bonnes pratiques, de process normés, des procédures de contrôle strictes à tous les stades de fabrication, une traçabilité, je vous en ai parlé, et puis une évaluation permanente des prestataires de services. Réactivité, on va évaluer votre activité, la qualité des prestations, le conseil que vous apportez, l'analyse des courbes de tendance annuelles, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre. Voilà. Et donc, devoir de conseil, mise en place de pénalités, en tout cas, c'est un milieu très enrichissant parce que vous allez partir de votre savoir, de la maîtrise de l'exigence de votre client et de son référentiel qualité, et puis tout ce que vous allez mettre en place pour être au niveau des attentes de votre client qui est parfois bien, bien au-delà du simple travail du quotidien en tant que prestataire qu'on a à faire tous les jours au travers des bonnes pratiques de fabrication, ou en anglais ça s'appelle GMP, un Good Manufacturing Practices. Donc ça, c'est super, super formateur. L'industrie agroalimentaire, c'est très formateur. Et une fois que vous êtes passé au travers de ça et que vous avez des bonnes références clients, là, on peut se dire, ouais, en tant que prestataire, c'est quand même cool. Donc vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les normes qualité qu'on peut vous demander de respecter sont nombreuses. Soit c'est avec un caractère environnement, soit c'est avec un caractère de qualité, soit c'est avec un caractère de sécurité sanitaire des aliments, mais quoi qu'il en soit, avoir des clients dans l'agro, c'est également bien maîtriser au moins la partie pest control et la partie traçabilité du référentiel qualité qu'on va vous imposer. Donc ça veut dire faire une visite de site ou en tout cas solliciter un nouveau contrat chez un industriel agroalimentaire, c'est déjà se renseigner sur quel référentiel qualité vous allez vous baser pour proposer vos prestations. Docteur Romain, Oui, juste à titre d'information, il y a encore 15 minutes pour votre temps. parfait. Je suis hyper dans les temps. Parfait. Okay. Alors finalement, si on parle de rongeurs en industrie, c'est lesquels vont nous intéresser? C'est les rats et les souris, c'est essentiellement ceux qu'on va pouvoir transporter. Pourquoi? Parce que le rat brun, qu'on appelle le rat d'égout, il arrive ou il stationne très souvent dans les réseaux d'égouts et mange en surface, où il établit des détails. Donc finalement, par les réseaux d'égouts périphériques à votre site industriel, il est capable d'arriver, d'être discret. Souvent, les réseaux d'égouts, attention, ils sont connectés avec l'intérieur des bâtiments parce qu'on a besoin d'avoir des endroits où on évacue éventuellement l'eau de lavage et autres. Attention à ces points d'arrivée potentiels du rat brun, qui lui est capable de faire une intrusion puis une infestation. On fera la différence tout à l'heure entre ces deux notions-là. Intrusion, c'est que j'ai une capacité à arriver, et l'infestation, c'est que j'ai une capacité à m'installer et à fonder une grande colonie si je ne suis pas sous contrôle. La souris, quant à elle, elle arrive très souvent par les livraisons ou les fournisseurs. Et malheureusement, très peu de vos clients agro-industriels vont faire des audits chez leurs fournisseurs pour aller voir ce que fait le fournisseur en termes de pest control pour être sûr que ce fournisseur-là, il ne va pas lui amener des souris. Attention, autour de ces deux rongeurs-là, il y a d'autres rongeurs qui font partie de l'environnement immédiat du site. Les rongeurs, les mulots, les campagnols, les musaraignes, tout ça, c'est des rongeurs qui vont rentrer par accident dans les bâtiments, donc pouvoir provoquer une intrusion, mais qui généreront jamais une infestation. Les seuls rongeurs à pouvoir générer une infestation en industrie, c'est le rat brun, la souris et le rat noir. Et dans bien des cas, ils arrivent jamais de la forêt d'à côté. Ils arrivent toujours soit par nos moyens de transport, soit par les égouts qui sont de proche en proche, pour le rat brun en tout cas. Les autres espèces, c'est important de pouvoir les distinguer. Pourquoi? Parce que si c'est une simple intrusion accidentelle, vous n'allez pas sortir l'artillerie lourde pour éventuellement piéger une bestiole qui n'est pas une souris mais qui est un mulot, qui est arrivé là par hasard et qui de toute façon va ressortir du bâtiment. Par contre, la seule chose qu'il faut se dire, c'est comment il a pu rentrer. Ça veut dire qu'il faut que je travaille sur l'étanchéité des bâtiments. Donc vous voyez que notre métier, c'est de bien connaître le rongeur, de bien connaître le référentiel dans lequel vous intervenez, mais c'est de bien maîtriser également la biologie de ces espèces-là pour savoir quels sont les conseils que je vais apporter à mon client final. Et c'est là-dessus que vous ferez la différence. Qu'est-ce que vous mettez en avant en termes de traçabilité? Quels sont les conseils que vous apportez à votre client? Et comment vous faites un suivi de toutes les tâches, je dirais, que vous avez assignées à votre client pour
mieux nettoyer, pour que les bâtiments soient plus étanches, que les portes soient fermées le soir et non pas restent ouvertes toute la nuit. C'est toutes plein de petites choses comme ça qui, mises bout à bout, et ben, ça fera de vous un professionnel distingué par rapport aux autres professionnels. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça, c'est de nature à éviter, à vous autoriser, à vous laisser de la latitude d'utiliser des raticides, des insecticides en intérieur, là où il y a une nécessité de maîtriser les espèces, mais aussi du piégeage. Mais s'éviter les pratiques qu'on utilise en intérieur, s'éviter d'utiliser ces pratiques en extérieur. Pourquoi? Parce qu'en extérieur, j'ai ce qu'on appelle l'environnement, j'ai la biodiversité. Et puis les petits rongeurs qui rentrent accidentellement dans mes bâtiments, si je les charge en anticoagulants, en produits toxiques, bah, je n'ai aucune idée des chaînes alimentaires qui existent à l'extérieur. Et vous savez que le Maroc est très riche en biodiversité, c'est un pays très remarquable à ce sujet-là. Et donc, c'est dommage que vous ayez les mêmes pratiques en intérieur, vous fassiez copier-coller, vous avez ces pratiques-là en extérieur, puis finalement, le rongeur dans lequel vous allez mettre des anticoagulants, lui, va pouvoir aller ce qu'on appelle intoxiquer la chaîne alimentaire. Notre métier, c'est d'être efficace là où on nous attend, mais c'est surtout de ne pas aller bêtement tuer des bestioles qui n'ont rien demandé, qui sont arrivées là par accident. On est déjà un petit peu loin dans ce concept de pest management, mais j'y tiens beaucoup parce que c'est aussi l'œuvre qu'on doit mener pour la biodiversité, c'est-à-dire qu'on va lutter contre des espèces qui ont tendance à la réduire, mais en contrepartie, il ne faut pas qu'on aille intoxiquer un autre type de biodiversité en extérieur. L'enjeu pour les professionnels, c'est quoi? Bah, c'est la formation déjà, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est l'information, la formation, la passion de notre métier. Ça passe par la formation initiale, connaître les méthodes d'application, le risque des produits, mais aussi la biologie. C'est de se dire, on ne parle plus de rongeurs, on parle de rats, on parle de souris, on parle de mulots, on parle de campagnols, mais on ne peut pas parler de rongeurs en tant que tel, parce que vous voyez bien les différences qu'il y a en termes de biologie d'une espèce à l'autre. J'ai des souris, j'en ai peut-être plus qu'une, elle arrive peut-être par les palettes, donc il va falloir que je parle avec mon client parce qu'il va falloir qu'on comprenne si c'est le fournisseur qui les livre. C'est un mulot, d'accord, donc il vient de l'extérieur, il va falloir plutôt que je travaille sur l'étanchéité de mon bâtiment. Et ça, c'est le premier travail. C'est le travail préalable à pouvoir faire un bon diagnostic de site. Je fais le tour de mon site, je regarde la distance en tant que prestataire et je comprends. Et je fais une cartographie des risques. Où sont réellement mes risques sur le site? Yes. Généralement, ça ne représente jamais plus de 5% de la surface de votre site. Et puis, qu'est-ce que je mets en place pour savoir si j'ai des bestioles ou que j'en ai pas? Et puis, si j'en ai, qu'est-ce que je fais? Je vais traiter. Oui, c'est des souris. Non, c'est des mulots. Je vais plutôt travailler sur l'étanchéité de mon bâtiment. Ça, c'est vraiment la conception du pest management un petit peu rénové. Le temps du tout chimique, c'est fini. Et donc aujourd'hui, ça va être à nous, par un partage d'expérience, par la création de communautés, comme vous êtes en train de magnifiquement le faire dans votre pays, c'est de dire on a un partage d'échanges, on va chercher de l'information, on se cultive, on est indépendant et on est certainement pas juste des applicateurs de produits. On est des gens qui réfléchissons avec un background en biologie et c'est ça, le côté très merveilleux de notre métier, il est là. Il faut savoir réaliser un diagnostic initial de site, visite complète pour comprendre si je suis en situation préventive ou curative, qu'est-ce que je vois, réaliser une analyse de risque liée aux traces détectées lors des visites. Est-ce que j'ai un risque sanitaire, j'ai un risque de process? Est-ce que mon client, finalement, il a un risque d'image si demain, on envoie un rongeur dans un pot de Nutella, par exemple, ce qui n'est jamais arrivé? Analyser les historiques. Qu'est-ce qu'il faisait le prestataire avant vous? Voilà. Est-ce qu'il était au niveau ou pas? Et puis, je vais adapter les méthodes de traitement selon si j'ai des rongeurs ou j'en ai pas. Est-ce que je vais mettre un plan de prévention des risques très serré, beaucoup de boîtes, beaucoup d'appâts, parce qu'il faut que je diminue la population de rongeurs parce qu'elle n'est pas acceptable? Ou est-ce que j'ai de temps en temps des visites de rongeurs dans mes postes, ce qui va me permettre plutôt de mettre en place un plan de monitoring, c'est-à-dire de surveillance, plutôt que de développer un plan avec des postes partout. Je vous faisais la différence entre intrusion et infestation. Seules quelques espèces font l'objet des deux, intrusion plus infestation, le rat brun, le rat noir, la souris. Si c'est un mulot, oui, il va faire une intrusion, mais il va essayer de ressortir. Donc, en aucun cas, vous aurez une infestation. Donc, vous mesurez tout de suite la nécessité de faire la différence entre les deux espèces. Et donc, l'indice important, c'est l'utilisation des historiques pour adapter aussi au mieux votre diagnostic. J'ai une pénétration, j'ai une intrusion de rongeurs, je vais travailler sur l'étanchéité. J'ai une propagation, j'ai des rongeurs qui ont tendance à faire une infestation, je vais essayer de les confiner dans une pièce. Donc, je vais travailler sur l'étanchéité intérieure, et puis je vais travailler avec mes fournisseurs pour voir comment eux font pour ne pas me livrer des souris. Finalement, j'ai une prolifération,
j'évite les zones refuges, je travaille sur la compétition alimentaire et mes sources de nourriture. Et ça, c'est vraiment ça qui distingue le professionnel et le conseil que vous êtes censé pouvoir amener à votre client. On a effectivement développé des outils qui vous permettent, grâce à l'identification d'ADN dans la déjection, de savoir qui est le rongeur, s'il est résistant et s'il a des pathogènes. Ça peut être à l'instar de ce qu'on a fait avec votre président, bah, ça peut être intéressant si vous avez un doute. Voilà. Et puis, ça permet tout de suite d'utiliser la bonne molécule et de connaître le caractère d'urgence que vous avez à intervenir. Il y a des pathogènes ou il n'y a pas de pathogènes? Oui, il y a du Clostridium. Ah, je suis où? Dans une fabrication de brioche. Ah oui, ça fait pas bon ménage quand même. Donc, il va quand même falloir que je puisse intervenir sans délai. Bien faire la différence entre préventif et curatif, ça c'est important. Je n'ai pas de rongeur, mais qu'est-ce que je mets en place pour éventuellement m'apercevoir l'arrivée du premier rongeur sur le site? Versus, je fais une visite, je vois des terriers, il y a des déjections, il y a déjà des rongeurs. Donc vous voyez qu'en fait, en fonction de la visite, vous allez vraiment cranter, vous allez vraiment mettre le curseur de votre intervention en fonction de ce que vous avez vu, et pas nécessairement en fonction de ce que votre client veut tout le temps, ou pas forcément, ah bah je vais faire comme d'habitude. Le d'habitude n'existe pas dans notre métier à partir du moment où on joue avec le vivant. Donc, travailler sur l'étanchéité, bah, c'est les pieds de porte. Hein. Cette porte n'est pas étanche au rat. Ici, vous avez un rat brun, il passe sous cette porte. Ça peut paraître anodin comme ça. Qui plus est, si cette porte elle est ouverte, autant vous dire que tous les rats passent. Les goulottes, hein, application de silicone, ça c'est vraiment notre métier. C'est de faire en sorte d'aménager l'environnement pour qu'il soit moins hospitalier pour les rongeurs. Ça, c'est hyper important. Hein. Les bandes typhoïdes, les grilles d'égout, je vous ai dit tout à l'heure que les rats bruns remontaient souvent des égouts, bah, et également des évacuations des eaux usées. Donc sur mulot ou rat brun est capable de remonter une canalisation en apnée sur des distances importantes. Ça, c'est des conseils que vous devez apporter pour les rongeurs, mais également pour les insectes. Hein, le traitement des bandes typhoïdes avec des petits filets qui empêchent les rongeurs et les insectes de remonter, c'est des mesures d'aménagement du site de nature à rendre le site beaucoup plus inhospitalier. Qu'est-ce qu'on met en place en cas d'intrusion? Des plaques de glu, des pièges mécaniques à capture unique, par exemple. Si c'est que de l'intrusion, ça ne sert forcément à rien de mettre des postes en rang serré tous les 2 mètres. Par contre, si j'ai une infestation, là, il faut que je démultiplie mon plan de prévention des risques de manière à neutraliser au maximum les rongeurs qui sont sur mon site. Augmenter le nombre de passages si c'est économiquement possible pour votre client. Et puis mettre en place des plaques de glu, des appâts sans substance active pour surveiller, qu'on appelle des placebos, des pièges mécaniques à capture unique, des pièges multiprises. Hein, aujourd'hui, ça se développe fortement. Des dispositifs connectés si c'est des zones qui sont difficilement accessibles ou qui nécessitent vraiment des accès compliqués à avoir chez le client. La connectivité aujourd'hui se développe fortement et donc ça c'est de nature également à pouvoir vous apporter des réponses. Vous voyez qu'en fait, le recours systématique à la chimie, il est nulle part. Par contre, attention, hein, je n'ai pas dit que la chimie c'était mal, c'est la chimie, c'est un outil dans le concept de boîte à outils, dans lequel on a des plaques de glu, dans lequel on a des appâts placebo, dans lequel on a des pièges mécaniques, dans lequel on a du silicone pour boucher des trous, dans lequel on a des petits grillages pour boucher les bandes typhoïdes, dans lequel on va préconiser au client de mettre un balai de porte, un balai de pied de porte pour éviter que les rongeurs rentrent. C'est ça notre métier. Hein, c'est ça notre métier. Réduire le nombre de rongeurs si vous arrivez sur un site où il y en a beaucoup, certes, ça c'est une action temporaire, mais le reste du temps, c'est mettre en œuvre les petits travaux qui vont permettre à votre client d'être de moins en moins ennuyé. Donc finalement, on s'aperçoit que se former, c'est la première des pierres angulaires qui est un facteur clé pour nous professionnels 3D. Donc c'est effectivement les formations qu'on dispense, bien sûr des formations certifiantes. Alors je sais qu'au Maroc, le certif biocide est de plus en plus regardé, tout comme le certifito. Bon, vous êtes pas loin de ça, et c'est effectivement dans cet échange, c'est la volonté qu'on a, c'est bien sûr c'est vous mettre à disposition toutes ces formations, mais aussi les formations techniques. Comment on peut être bon technicien sans maîtriser les bases de la biologie des espèces sur lesquelles on travaille? C'est la raison pour laquelle on a souhaité vraiment développer toute une kyrielle de formations techniques, depuis des formations simples sur les rongeurs, les volatiles, les punaises. Donc toutes ces marques nous appartiennent, hein, donc elles peuvent être mises à disposition des professionnels, mais aussi des formations qui sont un tout petit peu plus poussées sur l'utilisation des destructeurs électriques d'insectes volants, la connaissance des IPS, c'est quoi? C'est des insectes des produits stockés, charançon, tribolium, sylvain, bruche. Certigreen, c'est avoir conscience de l'écosystème qu'il y a autour de chez mon client. Certidentif 3D, c'est quoi? C'est 2 journées intensives d'identification des insectes que je peux trouver en industrie agroalimentaire.
Et le certi-réglementation et quali-sanitation, c'est on va vous emmener vers une maîtrise encore plus profonde de tous les référentiels auxquels vous pouvez être confrontés chez vos clients en industrie sensible, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie nucléaire, toute industrie sur lesquelles vous pouvez être face non pas à la loi, mais à un référentiel qualité qui va vous demander un niveau de compétence encore plus élevé. Et puis après, une capacité à faire des audits. Aujourd'hui, n'hésitez pas au sein de votre propre entreprise, si c'est vous qui faites le travail sur un site, à faire venir un de vos collègues pour avoir la possibilité d'avoir un regard différent, un regard croisé, parce que c'est ça qui fait grandir. Et nous, c'est ça qu'on propose. EasyDiag, c'est ça qu'on propose. On fait des audits pour votre compte ou pour le compte de Nestlé Belgique, par exemple. On va sur le terrain et on observe. On ne nous dit rien. On demande à ce qu'on ne nous dise rien. Et on fait un état des lieux sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et ce qui est moins bien, et des actions à mettre en œuvre pour faire en sorte que le site soit à la hauteur des exigences auxquelles doit répondre le client pour le consommateur final. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une grande expertise qu'on a développée chez nous. Et donc, voilà. J'en ai terminé. Longue vie à l'amitié franco-marocaine. Et puis, excellent Ramadan. Ramadan Moubarak, on dit chez vous. Donc voilà. Bravo, c'est comme ça. C'est exactement ça, Romain. Désolé, je n'ai pas l'accent, mais je vais le prendre bientôt, vous inquiétez pas. Inch'Allah, avec plaisir, Romain. Merci, docteur Lasser, pour la présentation, qui, je pense, je vois quelques commentaires, et ça qui a été très riche. On a voulu, à travers cette session, on en avait parlé avec Romain, être le plus technico-pratique possible, avec toujours une assise scientifique. C'est très difficile sur, j'ai envie de dire, 45 minutes, de pouvoir balayer tout, on ne peut pas, même sur un jour d'ailleurs, ça demande beaucoup de temps. Mais je pense que c'est des éléments qui donnent une vision, parce que le plus important, c'est de revoir parfois son mindset. Quand on passe d'un particulier à une industrie, forcément, l'approche n'est pas tout à fait la même. J'aimerais également revenir sur deux points avant de laisser la parole à Nadia qui va te transmettre. On a plusieurs questions dans le chat. La première, c'est rappeler effectivement la qualité des formations qui sont proposées par EasyPest. Je suis formateur, mais je me forme également. Donc, je suis déjà allé chez Romain pour suivre une formation. On a déjà eu pas mal d'échanges. Et ce qui est intéressant avec EasyPest, c'est que ce sont des formateurs, tous des anciens du terrain. Ça, c'est quelque chose qui est à souligner. Je ne pense pas que tu l'as dit, Romain, mais je tiens vraiment à le préciser. Les formateurs chez EasyPest sont tous des anciens du terrain, 10, 15 ans, 5 ans d'expérience. Mais en général, on a quand même des anciens qui ont eu l'opportunité d'être superviseurs et d'être passés par l'étape d'un technicien. Et donc, qui exemplifient et qui contextualisent un peu les cas qui sont présentés. Donc, ça donne une autre dimension à la formation qui devient beaucoup plus utile. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est que la formation, aujourd'hui, le EasyPest a rejoint depuis une semaine, si je ne me trompe pas, l'AM3D en tant que membre formateur. On a un peu dérangé Romain en lui disant, Romain, comme tout le monde, tu vas remplir un beau dossier de formateur qui nous a transmis un dossier très qualitatif qui a été étudié et qu'on a en tout cas validé ton adhésion. On est très heureux que tu nous rejoignes. Et donc, on annonce ici aux adhérents présents que toutes les formations qui sont proposées par EasyPest, vous aurez, en tant qu'adhérent, je parle bien entendu des adhérents à la M3D, auront une remise spécifique et exclusive de 10% sur les formations, toutes les formations qui sont offertes, que ce soit en présentiel pour ceux qui auront le plaisir d'aller dans des locaux ou en distanciel notamment, puisqu'on parle beaucoup de formation distancielle aujourd'hui. C'est ce qui se développe beaucoup et ce que tu as beaucoup développé, Romain. Donc, ça, c'était le plus et la belle nouvelle qu'on voulait annoncer à tout le monde. Et puis, le dernier point avant de laisser la parole, c'était de préciser que la réglementation marocaine va évoluer. Vous qui suivez la plupart du temps les actions de la M3D, vous savez que nous sommes dans un comité de pilotage. Et qu'aujourd'hui, moi, depuis un mois, chaque 15 jours, un mois et demi, chaque 15 jours, je suis au ministère de la Santé parce qu'on a un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage balaye l'ensemble de la réglementation des produits, des déchets, du contrôle à l'importation. Et bientôt va venir le volet sur lequel la M3D va être très impliquée. C'est l'agrément, les conditions de stockage,
de transport, et puis les conditions d'exercice du métier sur lesquelles on va essayer d'aider à écrire des nouvelles directives pour accompagner ce changement qui sera nécessaire, bien sûr, dans la montée en compétences des opérateurs. Voilà, je te laisse la parole, Nadia, je pense, pour les questions du chat. Et merci encore, Romain, pour ta présentation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Nadia Bassi, l'assistante administrative de la M3D. Donc, nous avons quelques questions du chat à présenter au docteur Lassard. On commence par Monsieur Chamsi qui a posé 3 questions. Donc, la première, c'était selon l'échantillonnage prélevé à Casablanca, des rats démontrent que les rongeurs n'ont pas de résistance aux anticoagulants. Mais avec le temps, est-ce que le Maroc risque d'avoir le même phénomène catastrophique détecté aujourd'hui en France et aussi aux États-Unis, surtout à New York? Bah non, on se connaît maintenant. En fait, effectivement, c'est une très bonne question. Oui, en fait, c'est le fait de ne pas se poser de questions et d'utiliser des produits, toujours le même produit et surtout toujours la même molécule, qui fait que petit à petit, la résistance apparaît. Par contre, si dans vos pratiques, vous vous dites, alors il y a différentes molécules d'anticoagulants, hein, il y a la bromadiolone, le difénacum, le brodifacoum. Si d'une fois sur l'autre ou d'une année sur l'autre, ce cycle-là, vous l'aviez traité l'année dernière avec de la bromadiolone, ah bah tiens, cette année, je vais le traiter avec du brodifacoum. Si vous faites de la rotation de molécules, c'est parce que vous vous êtes posé la question. Si vous faites de la rotation de molécules, c'est de nature à casser la résistance. Donc oui, vous avez raison, et ça, nous, on hérite d'une situation dans laquelle ça fait 30 ans qu'on ne se pose pas de questions. Vous avez la chance d'avoir un président qui se pose la question et qui maîtrise bien ce phénomène-là. Donc, ça veut dire qu'à la moindre suspicion que vous avez, vous changez de molécule. Et ça, c'est de nature vraiment à pouvoir casser la résistance. La résistance, c'est quoi? C'est que vous nourrissez des rongeurs, quoi, malgré une forte consommation. Alors attention, pour pouvoir dire qu'un rongeur est résistant, il faut qu'il consomme. Hein. Un rongeur qui ne consomme pas l'appât, c'est juste un rongeur qui n'aime pas l'appât, ou un appât qui est mal placé ou trop vieux. Si malheureusement vous constatez des appâts consommés et peu de mortalité, vous aurez toujours un peu de mortalité parce que la résistance, elle n'est jamais de 100% dans une population. Mettons, on va dire, sur 100 rats, j'en ai 70 qui sont résistants et 30 qui sont sensibles. Vous allez appâter, vous allez observer une résistance, une mortalité dans un premier temps, dans ces 30 animaux qui sont sensibles. Vous allez peut-être trouver 1 ou 2 cadavres. Mais par contre, le temps que vous vous rendiez compte que les 70 restants, eux, ils continuent à consommer malgré le fait qu'ils sont résistants, et ben dans ce délai-là, il ne faut pas se satisfaire sur un site d'observer quelques cadavres. C'est vraiment la consommation qui doit vous guider. Si cette consommation est stable dans le temps, ça veut dire que malgré cette consommation, il n'y a pas ou plus de mortalité. Ça signifie qu'on a une suspicion de résistance. L'appât qui est bien consommé, je vais essayer de garder la même forme, des pâtes, du grain ou du ploc. Par contre, je vais changer la molécule qui est à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment la solution. Il n'y a pas de souci. Merci. Donc, pour la deuxième question, en tant qu'expert, pourquoi les efforts fournis par les Pro 3D ainsi que les autorités françaises n'ont pas résolu l'infestation de plus en plus inquiétante? Et d'après vous, c'est la solution la plus pratique pour éradiquer cette infestation? Alors attends, je relis la question. En tant qu'expert, pourquoi les efforts fournis par les Pro 3D ainsi que les autorités françaises n'ont pas résolu l'infestation de plus en plus inquiétante? Et d'après vous, c'est la solution la plus pratique pour éradiquer cette infestation? Alors aujourd'hui, la problématique, c'est que tout le monde ne fait pas forcément appel à un professionnel. Il y a beaucoup de gens qui cherchent. Vous savez, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous y êtes aussi confrontés dans votre pays. Vous y êtes également confrontés avec un certain nombre de produits qui sont vendus sur les marchés et autres. Tout ça, c'est vos vrais concurrents et c'est ça qui fait qu'en fait, on a des bestioles qui restent. Si tout le monde faisait appel aux professionnels, globalement, il y aurait beaucoup moins de bestioles. Mais comme vous avez des gens qui n'ont pas forcément les moyens, comme vous avez des gens qui sont sûrs d'y arriver tout seuls, comme vous avez des gens qui ont des fortes croyances, comme vous avez des gens qui vont sur les réseaux sociaux regarder des blogs et qui trouvent des remèdes de grand-mère, je vais mélanger un peu de fioul avec de l'eau de javel et tac et tac et tac, on va tester. Pendant ce temps-là, les bestioles, elles prolifèrent. Donc en fait, on a toujours plein d'endroits où ces bestioles ne sont pas traitées. Vous avez la chance au Maroc également de ne pas forcément avoir beaucoup de mouvements de gens qui nous font croire les rongeurs sont gentils, les pigeons c'est super, voilà. Et puis on a aussi une autorité forte qui est l'Union européenne qui met quand même la pression sur les
les produits les plus efficaces, parce qu'il se trouve que pour qu'un produit soit efficace, il faut qu'il soit toxique. Et que si on ne fait pas attention quand on utilise un produit toxique, il peut être toxique pour tout le monde. Donc si on a des autorités qui aveuglément se disent « Ah, bah, les produits toxiques, je vais les retirer du marché », ah oui, mais c'est aussi les produits qui sont efficaces. Donc à un moment, on a un mouvement de retrait des produits les plus efficaces du marché, ce qui fait que quand on additionne tout ça, plus une mondialisation des échanges, on monte dans un avion, demain on est à New York, et puis après-demain on est en Belgique, tout ça, la mondialisation des échanges, les gens qui souhaitent traiter de plus en plus par eux-mêmes, bah, tout ça fait que potentiellement, on a une hausse de ces espèces au niveau mondial. Hein. Ce n'est pas forcément que chez vous que chez nous, en particulier, c'est plutôt chez nous que chez vous. On a une hausse de ces espèces, hein, ça c'est certain. Et puis le réchauffement climatique, je pense qu'il faut bien dire aussi que ça contribue à sa manière. Ça contribue à sa manière, mais globalement, si on avait des hivers à -25 en France, on n'aurait plus de moustiques tigres, hein, ça c'est sûr. Bon, bah, les hivers en France, on a du mal à passer sous zéro. Donc en fait, une femelle ou une larve de moustique, elle arrive à survivre. Donc toute cette conjonction de facteurs fait que oui, on a une hausse et qu'on est dans un métier en forte croissance, hein, ça c'est sûr, et qui est de nature à être de plus en plus reconnu, hein, ça c'est sûr. C'est clair, merci. Alors, avant juste de continuer avec Nadia, on va prendre une question orale. Alors, si vous avez des questions, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont levé la main. Je ne sais pas si nous avons répondu à leurs questions ou pas. Mais si vous avez des questions, il suffit juste d'appuyer sur l'icône micro et poser votre question. Commençons par donner la parole peut-être à quelqu'un en particulier pour éviter que tout le monde pose sa question en même temps. Sofiane, c'est bon pour le micro? Bonjour. Marhaba Sofiane, je vous en prie, posez votre question. Oui, d'accord, bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à remercier le docteur Lassor pour cette belle présentation. Et aussi, je remercie l'Im3D par son président pour cette belle initiative. Alors, question que je vais directement, direct dans ma question, c'est qu'il concerne aussi le problème de résistance qu'on a. D'accord, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui en France, vous avez dit que si on continue dans c'est-à-dire on continue de faire la même chose, plutôt c'est-à-dire d'utiliser beaucoup des raticides d'une façon aléatoire comme ça là, est-ce qu'il y aura cette possibilité ici au Maroc? Et aussi, on a remarqué ça aussi dans certains dans des fermes d'élevage. Alors, on a essayé de faire de première génération, de deuxième génération, et le problème encore existe. Alors, est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui, on sont arrivés à cette stade-là, ou bien il faut aller vraiment aller faire des analyses plus précises pour donner une réponse. Voilà. Merci. Merci pour cette question qui est claire. Oui, quel que soit le pays, si on utilise de manière importante la même molécule pendant de longues années, ce qu'on connaît en France et ce qui est connu aux États-Unis. Et je pense que le pire pays pour ça, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, ils ont une vraie concentration de la résistance, qui est assez impressionnante d'ailleurs. Oui, il va se passer la même chose. Maintenant, vous êtes loin de ça. Et puis, vous êtes à un moment où vous êtes en train de vous structurer et vous avez des intervenants internationaux et puis la chance d'avoir un programme d'enseignement riche dans une association très dynamique. Donc tout ça, ça va être de nature à vous faire poser des questions. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des doutes. Le pire, c'est de se dire tout va bien, j'ai pas de doute, j'ai pas besoin de changer mes pratiques, tout va bien. Oui, de toute façon, plein de phénomènes de résistance, que ce soit chez les insectes, chez les rongeurs, des problèmes d'efficacité là où d'habitude ça fonctionnait, des problèmes de mise en formulation de vos produits parce que la température change. Eh bien, tout ça, de toute façon, c'est un métier qui change tous les jours, hein, qui est nouveau tous les jours. Donc, ce qui est important, c'est de vous poser les questions et puis de mettre en place tout ce qui va vous permettre de vous apporter des réponses. Et on est là pour ça, en fait, hein, et l'association est là pour ça. C'est que si vous avez des doutes, eh bien, c'est important de les partager. Voilà. Donc, les premières générations, comme vous dites, c'est 3 molécules, hein, principalement 2 molécules pour que vous... Alors, je ne sais pas si elles sont accessibles au Maroc, mais c'est coumatétralide et chlorophacinone. Ces molécules-là, vous avez intérêt à avoir quand même des bons appâts pour qu'elles tuent correctement. Maintenant, si vous êtes sur de la bromadiolone diphénacum, pour l'instant, vous n'aurez pas de problème. Ça peut être que des cas de mauvaise application.
Attention, hein, n'appelez pas de la résistance là où c'est le professionnel qui applique mal les produits ou vous achetez des mauvais produits. Hein, si vous achetez des mauvais produits, malheureusement, la molécule, si elle n'est pas consommée, elle ne peut pas tuer. Hein, donc, et c'est important parce que c'est important d'avoir un fournisseur qui vous fournit des bons produits parce que c'est une bonne partie du travail déjà. Après, quand il s'agit de suspicion de résistance, aujourd'hui, on a tous les diagnostics. Hein. Aujourd'hui, vous prélevez des déjections, elles partent en France, hein, je les reçois, 10 jours après, vous avez les résultats et je vous dis, oui, c'est résistant, c'est pas résistant, il y a des pathogènes, il n'y en a pas. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a aussi des technologies qui n'existaient pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a les mêmes machines, on fait des analyses avec les mêmes machines que la police scientifique hein, quand ils cherchent des voleurs. Hein. Donc, c'est super fiable. Et adapté aux rongeurs ou adapté aux insectes, on a des super informations. Donc oui, ce qui est important, c'est continuer à vous poser des questions. Et puis aujourd'hui, on a de plus en plus d'éléments de réponse. Mais oui, la qualité des produits, c'est important. Ça, c'est sûr. Merci, docteur. Merci, monsieur Sofiane. Je passe la parole à la société Carapace. Il a levé la main. Est-ce que vous m'entendez? Si oui, il faut juste activer votre micro et poser votre question. Allô? OK. Pas évident s'ils sont sur mobile, tu vois, pour activer le micro. Je ne sais pas. Il est trop petit. Alors, je reviens, le temps que le monsieur active son micro, je reviens à Nadia pour ne pas perdre de temps pour les questions sur chat. Nadia, toi la parole. Oui, merci. Donc, on a une question de la part de la société Fast Musk. Donc, la question, c'est existe-t-il des réglementations marocaines ou des procédures pour gérer les cadavres de rongeurs après leur capture? Alors moi, je vous donne un exemple de ce qui se fait soit en France, soit au travers des référentiels qualité en industrie agroalimentaire. En France, il y a une tolérance. Si vous avez un cadavre, il y a une tolérance qui consiste à mettre le cadavre dans une poubelle parce que derrière, on sait que c'est incinéré. Après, la réglementation française dit non, vous n'avez pas le droit de mettre dans une poubelle, vous devez stocker le cadavre au congèle, par exemple, de manière à ce qu'il puisse subir ce qu'on appelle un équarrissage, c'est-à-dire le fait qu'on incinère le cadavre uniquement dans un milieu qui est confiné, et ensuite on vous donne un bordereau comme quoi vous avez bien fait éliminer les cadavres. Si vous intervenez en industrie, alors là, dans votre traçabilité, dans la mesure où c'est vous qui serez responsable des cadavres que vous aurez récupérés chez votre client, il va falloir amener la preuve que vous avez bien fait détruire les cadavres par équarrissage. La réglementation, elle dit ça. Aujourd'hui, il y a une certification qui est au niveau européen qui s'appelle le CEPA. Donc, c'est la certification européenne de notre métier qui exige aujourd'hui que tout professionnel qui est face à un cadavre, déjà, on ne le laisse pas sur le terrain. Pourquoi ? Parce que dans un cadavre, il y a peut-être encore des produits chimiques et ces produits chimiques sont de nature à polluer l'environnement ou à intoxiquer un prédateur qui passerait par là. Donc, la première chose, c'est qu'on ne le laisse pas sur le terrain. Ensuite, si on a un cadavre de souris une fois par an, bon, on ne va pas appeler les équarrisseurs, hein, ça c'est sûr. Mais la loi en France nous dit que quand on a des quantités significatives de cadavres, et notamment plus de 40 kilos de cadavres, vous êtes obligé de passer par l'équarrissage. C'est vrai pour les pigeons, c'est vrai pour les rats, c'est vrai pour un certain nombre c'est vrai pour les éleveurs, hein. Les éleveurs font comme ça également, hein, doivent amener les animaux morts de leur élevage en équarrissage. Et souvent, on s'aperçoit que nous, on a des professionnels chez nous qui se rapprochent de vétérinaires ou qui se rapprochent de certains éleveurs pour leur demander s'ils ne veulent pas prendre en charge les cadavres qu'ils ont collectés sur le terrain, dans la mesure où on collecte quand même beaucoup moins de cadavres que d'animaux qui meurent en élevage. Donc, si vous vous rapprochez d'un éleveur, il sera peut-être de nature à accepter le fait que vous puissiez lui remettre les quelques cadavres de rongeurs que vous avez ramassés à cette occasion. Après, je n'ai pas plus de précision sur ce qui est en vigueur. Alors peut-être qu'Abdel, tu peux nous renseigner là-dessus, ce qui est en vigueur au Maroc. Oui, j'allais préciser qu'en fait, on n'a pas un code de procédure sur lequel on peut se baser, ni une réglementation. Il y a une réglementation, bien sûr, sur les déchets, il y a une réglementation sur le transport d'animaux. Mais dans le cas d'un cadavre de rongeur suite à une dératisation, déjà qu'on a des problèmes pour gérer nos déchets d'emballage
d'insecticides et même d'insecticides emballage vide ou même plein, t'imagines bien que les cadavres de rongeurs, on n'a pas encore un code de procédure précis là-dessus. Donc, c'est plus des bonnes pratiques qu'il faut défendre auprès de l'auditeur, je pense. Puisque là, la question était relative à un site qui est sous cahier des charges BRC. Donc, au niveau de la BRC, il faut effectivement défendre que vous appliquez une bonne pratique. Et là, ce que vient de citer Romain est tout à fait juste. Récupérer le cadavre, il y a des conditions de récupération, il y a des conditions effectivement de stockage en attendant. Et puis après, l'équarrisseur, ou en tout cas au niveau de l'incinération par la suite, il faut apporter une preuve. Et c'est là où on a une difficulté, Romain, ici au Maroc, c'est que on peut avoir quelquefois je donne un exemple, même au niveau des emballages de produits, tu peux avoir une cimenterie qui va te dire, bon, je reprends vos produits, ça me fait un combustible, je vais les brûler. Mais dès que tu lui demandes, bah, écoutez, il me faut aussi un BSD, bah, là, il ne te remet pas le BSD parce qu'officiellement, il n'a pas le droit de reprendre ces éléments-là. Bien sûr, bien sûr. Parce que ce sont des déchets qui sont codifiés spécifiquement. Donc, ça va être difficile de vous répondre oui, qu'il y a une réglementation marocaine précise par rapport à ça, mais il y a des bonnes pratiques à l'international sur lesquelles il faut se baser absolument pour défendre son approche technique sur le site. Ouais, dans ce cas-là, l'approche de la bonne pratique, c'est de dire je ne laisse pas de cadavre sur le terrain parce que ça pourrait intoxiquer autre chose, et je l'élimine à l'occasion d'un feu ou à l'occasion de je le mets dans une poubelle parce que je sais qu'il ne va pas traîner en extérieur. Ça, c'est déjà une bonne première étape, en attendant que vous soyez contraint à devoir avoir accès à l'équarrissage. Mais si aujourd'hui, ce n'est pas une obligation, faut pas se faire harakiri non plus. Hein. C'est d'être droit dans ses bottes en disant bah moi je laisse pas un cadavre sur le terrain parce que je sais pas ce qui va devenir. J'ai pas envie d'intoxiquer une autre bestiole. Par contre, je le prends, je le mets à la poubelle. Ça c'est une bonne pratique. Ça peut commencer par là, quoi. On va prendre encore 2 questions écrites et une prise de parole, puisque le temps passe vite. On a dépassé le temps alloué déjà. Je t'en prie, Nadia. Oui, donc la question de Mehdi Aqellay, quelle est l'utilité d'utiliser des appâts placebo? Pourquoi ne pas toujours utiliser des appâts normaux, même en préventif? Bah, en fait, ça c'est plutôt une mauvaise réaction de ma part. On a une réglementation européenne qui s'est mise en place, qui porte le nom fumeux de interdiction de l'appâtage permanent. C'est quoi la volonté? C'est de dire comme on a beaucoup de résistance chez nous en France, les autorités se sont dit ah bah finalement pour qu'un prestataire, pour que monsieur AM3D puisse faire une dératisation avec des appâts toxiques, il va falloir qu'il me donne la preuve comme quoi il y a bien des rongeurs parce que sinon je vais utiliser des appâts, je vais mettre des appâts dans les boîtes, je ne sais pas ce que je vais intoxiquer parce que le jour où je mets mes appâts dans les boîtes, il n'y a pas de rongeurs sur le terrain, il n'y a pas de rongeurs sur le site. Donc en fait, la réglementation en France, elle a voulu faire la différence entre un site préventif, je n'ai pas de rongeurs sur le site, je vais mettre des choses en place qui me permettent de pouvoir détecter la première arrivée d'un rongeur, d'une autre situation où je vais sur le site, il y a des rats et des souris, je le sais, et donc là, je vais dératiser. Et en fait, ils se disent, les appâts, on va les conserver, les appâts toxiques, j'entends, on va les conserver dans les situations dans lesquelles on est sûr qu'il y a des rongeurs pour que ça tue vite. Les autres situations, on va utiliser des plaques de glu, on va utiliser des pièges, on va utiliser des appâts placebo. Pourquoi le placebo, ça peut être utile? C'est de dire, dans des cas où vous n'avez pas de rongeurs, c'est vrai que c'est un petit peu bête d'utiliser des produits chimiques directement, parce que ces produits chimiques, globalement, ils servent à rien. La molécule qui est dedans, elle sert à rien si c'est pour pas être consommée par un rongeur parce qu'il n'y a pas de rongeur. C'est de dire, le placebo, c'est quoi? C'est le même appât sans matière active. Je mets l'appât sans matière active. S'il se dégrade, c'est pas très grave. Du coup, il n'y a pas de produit chimique à l'intérieur. Ah, mais oui, mais s'il est consommé parce que finalement, j'ai jamais eu de rongeur depuis 3 ans, puis là, ça a été grignoté. Dans ce cas-là, si cet appât sans matière active il a été grignoté, c'est que le rongeur il aime bien la formulation. Et je vais prendre la même formulation, par contre je vais le remplacer par la même formulation qui contient la matière active pour neutraliser ce rongeur qui avait consommé l'appât qui n'avait pas de matière active. C'est ça le concept. Maintenant, en fonction des sites, c'est vrai que en industrie, on fait quand même beaucoup de préventifs. Il y a beaucoup de sites industriels où on n'a rien. Maintenant, quand vous arrivez dans une situation curative où vous voyez des crottes, des déjections et tout ça, pas de placebo, on est bien d'accord. Passez tout de suite au toxique parce qu'il y a une urgence sanitaire, les rongeurs, ils sont là. Voilà, donc en fait, le placebo, c'est un outil de suivi qui permet le suivi sans forcément gaspiller de la matière active.
C'est un petit peu ça le concept. C'est clair. Nadia, on prend la question de M. Ahmed Afkir avant de donner la parole à M. Shamsi et M. Ahmed. Oui, donc à propos des rats responsables de leishmaniose, Leishmaniose. oui, combien de campagnes de dératisation peut-on réaliser dans l'année? Il vous Alors, remercie de votre exposé. alors leishmaniose. Alors, leishmaniose, effectivement, hein, c'est les leishmanies, hein, donc c'est un parasite pour lequel vous êtes très concerné globalement en Afrique. Les dernières stats, alors vous savez que la leishmaniose, on en a aussi en France, hein. Ça concerne, alors on a deux formes de leishmaniose, la forme viscérale de la leishmaniose qui est mortelle chez un certain nombre d'enfants, hein. Les enfants, ça affecte beaucoup les enfants, mais une fois qu'on a vraiment l'immunité qui est mise en place, alors on va plutôt développer une forme de leishmaniose qu'on appelle la leishmaniose cutanée, hein, déformation, attaque de la peau, voilà. Alors, ces leishmanioses, attention, elles ne viennent pas de tous les rongeurs. Il y a une principale espèce de rongeur que vous avez probablement chez vous qui s'appelle Psamomys obesus, hein, donc qui est la famille des rongeurs du désert. Hein. Et en fait, on s'aperçoit que il faut quoi pour que vous puissiez attraper vous ou votre chien, hein, c'est exactement la même chose. On s'aperçoit que le chien, et notamment les chiens qui sont un petit peu errants autour des villages, sont des super réservoirs à leishmaniose. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mon rongeur un peu désertique, là, parce que voilà, vu la croissance que connaît le Maroc aujourd'hui, qu'est-ce qui croît en premier? Les villes. Vous gagnez du terrain sur quoi? Potentiellement sur des zones plus arides que chez nous, hein. Moi, j'habite dans le Beaujolais, alors c'est pas très aride, mais potentiellement c'est un peu plus aride chez vous que chez moi. Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous rapprochez les villages de ces colonies de rongeurs. Hein. Psamomys obesus, c'est plutôt un rongeur du désert ou des milieux arides. Lui est un réservoir de leishmaniose. Et puis finalement, bah, vos villes grandissent, elles s'approchent de ces zones-là, et puis vous avez des connecteurs qui s'appellent potentiellement les chiens. Et puis il nous faut un dernier connecteur qui s'appelle le phlébotome. Le phlébotome, c'est cette espèce de petit moustique qui va faire le lien entre ce rongeur, potentiellement le chien, ce chien qui va rentrer au village, et puis qui va lui-même se refaire piquer, et puis piquer des gens et provoquer des leishmanioses chez le chien, ou des leishmanioses chez l'humain. Et ça, en fait, c'est un facteur c'est un indicateur effectivement de l'accroissement des villages et puis des villes et puis qui gagnent du terrain sur les milieux naturels. Et donc un rapprochement des populations entre le réservoir, le rongeur, qui est le réservoir primaire, le réservoir secondaire qui est le chien, qui lui, bah, en fait, va être proche des populations humaines qui sont là. Donc en fait, je sais qu'il y a des campagnes de dératisation qui se font en extérieur contre ces espèces-là. Vous pouvez avoir aussi le rat qui est réservoir et donc qui va constituer un réservoir en milieu urbain. Et là, en l'occurrence, si vous avez des cas de leishmaniose, c'est une urgence sanitaire. Et donc, ça veut dire que tant qu'il y a des rats bruns qui peuvent être réservoirs de leishmaniose, dans ce cas-là, il faut traiter. Donc, c'est un traitement par mois, un traitement tous les 2 mois. Il faut maintenir une population de rongeurs et maintenir une population de ce rongeur désertique suffisamment basse pour casser cette chaîne de contagion. Mais quoi qu'il en soit, tant que vous allez rapprocher des villes, des milieux de vie de ces rongeurs, bah, potentiellement, et que vous avez du phlébotome qui fait le lien, bah, vous aurez de la leishmaniose. Et la leishmaniose, elle n'est pas propre au Maroc, on en a dans le sud de la France. Et c'est exactement le même modèle de dissémination. C'est une problématique de santé publique et la question a été posée par un cadre au sein d'un bureau municipal d'hygiène, donc ils sont d'une délégation de santé, excusez-moi. Donc, ils sont très impliqués effectivement dans la lutte antivectorielle. Et juste pour clôturer les questions dans le chat, je suis désolé, on ne pourra pas répondre à toutes les questions pour ne pas trop déborder. On va faire un petit jeu, Romain, c'est de répondre plus ou moins par oui ou par non, mais de faire une réponse très très courte. Okay. Juste pour essayer de répondre juste à 2-3 petites questions qui peuvent peut-être être répondues rapidement. Alors, une question de Lahsen Kharazi, c'est les rongeurs peuvent-ils développer la résistance aux répulsifs? Oui. Oui. Combien de générations de rongeurs sont nécessaires pour développer une résistance? Ça dépend du taux de résistance qu'on a dans la population, mais en général, entre 8 et 10 générations, ça suffit. D'accord. Est-ce que l'utilisation de raticides anticoagulants à base de double matière active risque d'augmenter la résistance? Non. Non.
Je regarde également s'il y a une petite dernière. Oui, c'est la dernière, donc je pense qu'on peut le faire. C'est chez un client en secteur, en industrie agroalimentaire. Comment peut-on augmenter l'attirance de rongeurs et de passer via un piège basé d'une plaque de glu? Donc, il utilise une plaque collante, mais à l'intérieur, il y a de la nourriture fraîche et sucrée. Alors, comment renforcer l'attractivité l'attractivité? Ça, c'est difficile de répondre par oui, pardon, mais vas-y, je t'en prie. Vous utilisez ce que les rongeurs consomment sur le site et vous le mettez sur la plaque ou sur le piège. D'accord. Parfait. Merci beaucoup, Romain. Tu as gagné le challenge haut la main. On va donner la parole aux deux dernières personnes et puis avant de clôturer le webinaire. Super. Oui, alors je donne la parole rapidement à Monsieur Chemsi de la société Blue Sky et après, juste après, Monsieur Ahmed Larser. Alors, Monsieur Chemsi, à vous la parole. Je vous en prie. Merci beaucoup. Ramadan Mubarak pour tout le monde. Avant de poser mes deux questions, en fait, je tiens à remercier vivement notre cher président ainsi que son staff pour la bonne organisation de ce webinaire. C'est une bonne initiative et ça ne nous surprend pas parce que désormais, c'est une tradition, il n'y a qu'à s'y habituer. Merci beaucoup. Alors, pour Monsieur Roma, c'est pas la première fois qu'on va échanger. C'est toujours un plaisir et un honneur. En tout cas d'échanger et sincèrement ça me permet de dormir plus intelligent une fois que je vous rencontre et une fois que j'assiste à vos conférences, hein. Alors pour poser mes deux questions, la première c'est plutôt comique et la deuxième c'est plutôt scientifique un petit peu. Alors on va laisser la comique pour la fin. Alors si vous voulez bien, si vous voulez opter pour la comique, je pose la comique la première. Non, on fait la science d'abord, puis on s'amuse après. D'accord, la science. Alors, la scientifique. Alors, pourquoi on a tendance à croire ou à voir que, là, plutôt à toucher ou plutôt à réaliser que la science reste un petit peu timide ou plutôt impuissante face à l'invasion des rongeurs ou des nuisibles en général. Quand je parle du monde entier, hein. Un petit peu partout. Si on voit un petit peu l'exemple pour un petit peu être micro, on voit le phénomène des rongeurs soit à Paris, soit à New York. Est-ce que la science, certes, il y a la loi qui nous oblige un petit peu à arrêter de commercialiser des molécules, des matières premières, mais pourquoi on ne remplace pas ça? Pourquoi la science n'essaye pas parce que c'est la même chose qu'on fait pour les médicaments. Ça veut dire on stoppe un médicament, mais il y a une molécule qui est inventée, qui est un petit peu qu'on pense la première avec des effets secondaires pour la commercialiser. Notre domaine, on stoppe une molécule dans le monde entier, mais il n'y a pas une alternative scientifique qui permet de donner la même satisfaction que la première, pour éviter exactement ce qu'on appelle le phénomène d'accoutumance, de résistance. Voilà, exactement, tout à fait. Exactement. Alors, c'est pas forcément la science qui est en retard, c'est aussi la société qui évolue, tu vois. Caractériser ces rongeurs et caractériser leur capacité à éviter toutes les stratégies qu'on met en place, ça c'est bien connu, si tu veux. Après, souvent, notre problématique, c'est que ces espèces-là se reproduisent plus vite que la vitesse à laquelle on se forme et la vitesse à laquelle la réglementation nous permet d'être plus efficace. Et puis, il faut dire aussi, tu sais, le vivant, c'est intelligent, le vivant, beaucoup plus que nous. La nature a horreur du vide, et donc faut comprendre effectivement que toutes les approches qui nous apparaissent très innovantes, tu vois, les OGM, on pourrait dire on va lâcher un nouveau virus, un nouveau truc, et en fait la nature elle a tendance à tout accepter et à tout neutraliser, tu vois. En Afrique par exemple, il y a des lâchers de moustiques mâles stériles qui ont été faits, tout ça. Et puis finalement, les mâles fertiles, ils reprennent toujours le dessus. Donc la nature reprend toujours le dessus. Et puis la nature, elle est toujours en avance sur nous. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre métier, c'est de faire en sorte d'accepter ce fait, d'accepter qu'on travaille sur le vivant, d'accepter que finalement la nature, elle a toujours raison. Et puis c'est de dire, bah nous, en fait, notre métier, c'est quoi? C'est de protéger à un endroit bien précis le citoyen dans un but bien précis, mais de manière temporaire, parce que de toute manière, autour de ça, il y a la nature, il faut l'accepter, on ne peut pas tout maîtriser, tout n'est pas sous contrôle. Et puis les espèces, elles ont des telles ressources qu'elles sont beaucoup plus ingénieuses que nous, c'est sûr. D'accord. Alors pour la deuxième question, c'est plutôt comique, à la Hanouna. D'après vous, dans quelles épreuves vont participer les rongeurs français dans les prochains JO, hein? Je sais pas, j'y vais pas moi.
Merci, c'est Shamsi. Merci beaucoup. Merci, Shamsi. Alors, je passe la parole directement à M. Ahmed Laqser. Vous pouvez activer votre micro, c'est Ahmed. C'est bon, c'est le bouton en bas à gauche. Alors, sur un téléphone, je ne sais pas, mais en tout cas, Bon, avec l'icône micro. Ça, c'est sur les deux. allez, Ahmed, ce serait dommage. Tu as attendu un certain temps. Ce serait dommage de ne pas pouvoir désactiver ton micro. Hein? Tu y es presque. Ah, c'est bon. Salam alaikum, vous m'entendez? Alaykoum salam, on t'entend Oui, très très bien. bien. Je t'en prie, pose ta question. J'ai réussi. Salam alaikum, merci, bonjour à tous, Ramadan Moubarak, merci docteur, intervention très enrichissante, merci à vous. Alors, je vais faire bref, mais c'est pas vraiment une question, mais plus un retour terrain, retour d'expérience terrain récemment, où j'ai été traité un rat, donc un rat de Norvège, donc un rat d'égout, un gros rat d'égout, qui était dans un restaurant depuis plus de 6 mois. Donc le propriétaire a fait venir plusieurs sociétés, plusieurs interventions ont été réalisées, jamais ils n'ont réussi à neutraliser ce rat. Je suis intervenu, première chose que j'ai fait, donc j'ai fait l'analyse bien sûr, et j'ai posé une caméra à détection la nuit pour essayer de comprendre quels étaient les mouvements et puis quel était le comportement vraiment anormal de ce rat. J'ai trouvé ces cachettes, j'ai trouvé vraiment tous les passages qu'il empruntait. J'ai utilisé donc du chimique. J'ai utilisé des plaques collantes à tunnel. J'ai utilisé des tapettes. J'ai utilisé pour l'attirer effectivement de la nourriture qu'on peut trouver dans des restaurants, c'est-à-dire j'ai trouvé des petites tomates, ils se nourrissaient avec des petites tomates cerises, des choses comme ça. J'ai fait un grand nettoyage, j'ai utilisé les produits là. Et j'ai toutes les vidéos, à chaque fois, il passe à côté, il flaire et il ne se prend pas au piège. Donc, la question est la suivante. Comment peut-on arriver à un stade d'intelligence aussi perfectionné, aussi poussé pour un si petit animal? Et est-ce que ce n'est pas un présage un peu difficile pour nous à l'avenir? Merci. Bah, tu as raison, hein. De toute façon, les moins intelligents, ils sont plus là parce que tu les as déjà chopés. Donc, donc oui, il y a un vrai apprentissage. Vous savez, chez l'homme, c'est 9 mois qu'on appelle la gestation, hein, puisque de toute façon, on est des mammifères. Hein, voilà, nous sommes des mammifères. Chez les rongeurs, c'est 21 jours. Donc, vous imaginez effectivement concentrer autant d'intelligence dans le développement d'un tout petit être multiple, parce qu'ils sont souvent 8 ou 9 à naître au bout de 21 jours. Vous voyez la différence. Nous, on met 9 mois, eux, ils mettent 21 jours. Ils ont toujours une longueur d'avance sur nous. Et puis, le rongeur, tout ce qu'il ne sait pas dire, il l'a développé avec d'autres sens. Ils ont le sens kinesthésique, ils ont le sens de l'anticipation, ils ont le sens de l'observation, ils ont le sens des odeurs. Et le milieu dans lequel vous intervenez pendant 1 heure, lui, il y vit toute la journée. Donc, globalement, toutes vos odeurs, le fait que vous ne preniez pas de précautions, en fait, ça vous pousse à quoi? Ça vous pousse à dire, ouais, je suis sûr du vivant, et finalement, une fois sur deux, le vivant, il sait me mettre au pied du mur. Par contre, 2, ayez soif de connaissances, comment je piège, et ta réaction, elle est top, de dire, je mets une caméra. Tu vois, nous, en France, on a du mal à faire en sorte que les prestataires et que les professionnels mettent des caméras. Toi, tu as eu un super réflexe. L'observation est mère de toutes les meilleures actions, en fait. Donc, plus tu vas observer, plus tu vas te former, plus tu vas te faire avoir, et plus tu vas grandir, plus tu vas comprendre, et puis plus tu seras efficace. Donc oui, peut-être que cette fois-là, tu n'as pas été bon, mais la prochaine fois, tu le seras parce que tu auras compris autre chose. Et en fait, c'est ça l'essence même de notre métier, c'est comme ça que naît la passion. Moi, j'ai beau dire, je suis docteur, machin truc, hein, de ce soir. Si tu savais le nombre de sites où je me suis fait avoir par des rongeurs, j'ai beau être docteur international, tu vois, on parle que de ces études, on parle jamais des échecs, mais je peux dire que des échecs, j'en ai eu beaucoup, j'en ai encore beaucoup, et puis moins je vais sur le terrain, plus j'en ai, en fait. Donc en fait, ces bestioles-là, elles te tiennent au goût du jour en permanence. J'ai traité un site fabrication de sucre avec des rats noirs. Il y avait à peu près une centaine de rats noirs, je pense que j'en ai piégé 20, et là, les 80, j'y arrive plus. Je ne sais pas comment faire. Donc là, on va enlever l'isolation du site, on va remettre des pièges, j'ai mis des caméras et autres, on va sortir. Mais ça va prendre du temps en fait. Mais c'est le temps que m'impose le rat, moi je n'arrive plus à quoi que ce soit. Voilà.
Donc oui, bah oui, sera là, et puis son cousin, un jour tu l'auras, et puis finalement, ça va faire comme ça. Voilà. Ça, c'est l'apprentissage. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup, Romain. Avec plaisir. Notre webinaire touche à sa fin. Je vais juste préciser un petit point avant de laisser la parole à Khadija sur le fait que vous allez tous recevoir un email avec la présentation de EasyPest et des formations qui sont proposées, de manière à passer à une étape et de prolonger un petit peu l'apprentissage. Donc, vous recevrez ça très prochainement, ainsi qu'un lien pour pouvoir regarder le webinaire du début à la fin pour ceux qui nous auraient quittés un petit peu plus tôt. Khadija? Merci, M. Abkrim. Docteur Romain, je vous remercie au nom de tous les participants. Avec plaisir. Merci, c'était un plaisir de participer d'organiser ce webinaire. Et pour les participants, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour l'épisode numéro 2. Bon, comme par avance, et Ramadan Moubarak. À la prochaine. Au revoir. À bientôt. Au revoir, passez une belle soirée, bon courage, et puis belle fête pour ce soir. Merci. Merci, comme chaque soir. Merci beaucoup. À Prenez soin. bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.